voit bien dans ce film, c'est-à-dire à la fois la présence de toute une société, que ce soit indienne ou pas forcément indienne, qui a été l'objet de ces massacres. C'est-à-dire, très globalement, on constate que la guerre civile du Guatemala a été particulièrement large au niveau des populations. Et justement, dans le travail que César met en évidence, c'est pas uniquement du côté des Indiens, il mélange énormément, et ça me paraît, si vous avez la possibilité d'en parler. La guerre civile, c'est de 1960 à 1990, 30 ans, entre 60 et 90. Au moment où on écrivait le film, en fait, il y a eu le procès en fait, du dictateur qui s'appelle Rio Monte, qui a débuté. Et je crois que c'est en 2018, donc juste au moment où on terminait, on allait tourner, 2019, il a été condamné à perpétuité. Et le lendemain, le procès a été annulé pour vice de forme. Donc j'ai découvert un pays que j'ai trouvé hyper violent. On ne peut pas sortir à pied parce que sinon on se fait tirer dessus. Quand on va dans des restaurants, les hommes ils posent leur arme sur la table à côté d'eux. On regarde il y a des télés allumées et elles ne cessent de montrer tous les meurtres qui ont eu lieu dans la journée. Je crois que c'est 18 par jour. Enfin, c'est une sorte de violence permanente. Dans les maisons où on a tourné, elles sont toutes gardées par des gardes avec des fils barbelés. Enfin, je sais pas, c'est une image. J'avais pas imaginé ça. Et surtout, toute l'équipe guatémaltèque, donc c'était une équipe belgo-franco-guatémaltèque, on avait tous à peu près une quarantaine d'années, comme César, et tous les guatémaltèques de l'équipe, en fait, l'histoire que racontait César, c'était leur histoire, en fait. Ils avaient soit perdu quelqu'un directement, soit quelqu'un de proche, soit ils connaissaient dans leur entourage immédiat. Enfin, il manquait à chacun quelqu'un, en fait. Enfin, je me suis dit, non, mais cette violence-là, cette atmosphère, est-ce qu'elle n'est pas liée au fait qu'en gros, à une génération entière, il manque quelqu'un, quoi. Et donc, voilà, moi, je me représentais, en regardant la ville, je me disais, ah oui, en fait, c'est une ville qui n'arrive pas à faire le deuil, quoi, à chacun de ces personnes, il manque quelqu'un, quelque chose, et peut-être ça provoque de la violence, ou... Enfin, je sais pas, c'est assez particulier, en fait. La FAFG, donc c'est la fondation qui gère justement tous les archéologues là, qui viennent déterrer les ossements. Donc elle existe en vrai, on a tourné dans les vrais lieux. Ils nous ont accueillis superbement. Et en fait, le premier jour de tournage, c'était à la FAFG. Donc je suis arrivée comme ça là. Et je suis rentrée dans les lieux. Et en fait, vous rentrez donc, dans ce lieu et puis vous voyez des cartons partout. Et puis, en fait, c'est quoi là, les cartons? Et en fait, c'est des ossements. Donc, vous êtes dans un cimetière à ciel ouvert et il y en a des milliers, quoi. Il y a partout, en fait. Vous savez, au cinéma, il y a une table régie, là, où on met le café, etc. Et la table régie, elle était devant des cartons. Donc, on se servait du café et elle était posée sur des cartons d'ossements, quoi. Alors que c'était écrit dans le scénario. Enfin, je veux dire, je l'avais lu et tout, mais je trouve que quand on le voit et quand on le vit, c'est un truc incroyable, quoi. C'est assez... ouais. C'est un peu traumatisant, quand même. Oui, moi j'avais une question parce que j'ai pas très bien compris. Je connais pas bien la situation du Guatemala. J'ai pas bien compris dans quelles circonstances le procès avait quand même pu être mis en place, alors que vous avez évoqué le fait que c'est quand le dictateur est mis dehors que le procès s'arrête. Enfin, en fait, la guerre civile a fini il y a 30 ans. Enfin, en 90, ça fait déjà 30 ans. Donc, et les gens cherchent encore leurs disparus. C'est juste que la junte militaire est pas très loin, quoi. Enfin, elle est comment dire, calmée, mais les rapports entre les villageois et le reste, enfin, et puis l'ensemble de la population est pas très serein. Mais ce qui est dit dans le film, en effet, c'est ce qui se passe, c'est que les familles bénéficient d'une indemnisation. Et donc, il faut passer par cette recherche ADN pour réattribuer les corps à chaque famille. Et ensuite, quand les corps sont réattribués, l'indemnisation est payée, oui. Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos.
aunque no sepamos dónde están. Llamo a la testigo Cristina Ramírez. Dans votre esprit, pour qui vous aviez fait ce film en fait? Plutôt pour un public français, pour le passer là-bas parce que le parti pris de l'émotion, c'est un parti pris particulier. Je ne sais pas du tout si ça fonctionne de la même façon ici ou au Guatemala, par exemple. Est-ce qu'il est passé là-bas? Est-ce que vous avez une comparaison là-dessus? J'avoue que je ne me suis pas posé la question en ces termes au moment où on a filmé. Il me semblait important de le faire parce qu'il y a aussi quelque chose qui est raconté sur... Enfin, en fait, dans le scénario, c'était très fort aussi, la place de ces femmes, de cette mère. Enfin, moi, ça me paraissait des personnages importants de cinéma, quoi, qui allaient parler à tout le monde. Mais en effet, quand j'ai vu ce qui s'est passé au moment de la dernière séquence, qu'on a filmée, avec... ces 150 personnes qui étaient unanimement touchées, j'ai compris à quel point en fait le film était important pour le pays en fait et pour sa population. Et donc le film devait sortir en France le 8 avril et tout de suite après au Guatemala. Et donc avec l'épidémie de coronavirus, toutes les projections ont été annulées, mais il y en a eu une dans le théâtre national de Guatemala City qui peut accueillir 1800 personnes, où il y avait beaucoup de monde, où c'était pas sous tension, mais il y avait quand même... César craignait potentiellement les réactions, mais en fait, toutes les personnes ont été touchées, heureuses que le film existe. Et en fait, on avait prévu, on va le faire, mais bon, avec le coronavirus, ça a été un peu décalé, de traduire le film dans les 5 dialectes les plus parlés au Guatemala, les dialectes les plus parlés dans les montagnes, pour que justement le film soit diffusé aux femmes villageoises, à ce public de femmes villageoises qui ne parlent pas forcément espagnol. Les gens l'attendent en fait, parce que c'est la continuité des procès, c'est le fait de parler de l'histoire, qu'elle soit dite, qu'elle soit sue, et les gens accueillent le film avec beaucoup d'émotions aussi en fait. Les femmes qu'on a filmées, et notamment Nicolasa, celle qui joue la villageoise principale du film, quand elle raconte l'histoire, c'est pas directement son histoire, mais elle peut l'apporter de la même façon que s'il avait vécu exactement ça, quoi. Et j'ai envie de dire, je crois qu'à peu près chaque femme que vous rencontrez là-bas, elle pourrait en dire autant. On a vu énormément de femmes pour ce rôle. Il y en a plein qui étaient formidables. Elles avaient tout envie, et à chaque fois qu'on en choisissait une, ensuite, elles se rétractaient, ou le mari venait dire que c'était pas possible. Et donc, jusqu'à très peu de temps avant le début du tournage, on ne trouvait pas de comédienne on trouvait des comédiennes formidables, mais on n'en trouvait aucune qui accepte de faire le rôle, quoi. Donc, signe que c'est quand même encore très douloureux, très dur, et qu'il y a une peur quand même qu'un jour, la situation recommence, que les militaires reviennent au pouvoir, etc. Enfin, tout n'est pas complètement serein, quoi. Alors, moi, j'étais au Guatemala en 91 ou 12, je me souviens plus exactement. Et je me souviens que les relations des populations avec l'armée étaient encore plus que tendues, c'est-à-dire qu'on craignait plus les militaires que les brigands. De ce que je comprends du débat là et puis du film, en fait, ces mêmes militaires qui étaient encore là en 91 ou 12, du coup, ils sont encore là, si je comprends bien. On peut juste peut-être préciser qu'effectivement, la guerre civile aurait été officiellement arrêtée en 1996 après un accord de paix qui, quelque part après, n'a pas été respecté. Mais dans la question que vous posez et qui effectivement rejoint la réalité de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que finalement, comme il y a eu la perspective de l'ouverture de ce fameux procès qui a capoté autour de Rios Montt, en amont, autour des années 2000, il y a eu ce qu'on appelle la mise en place d'une justice transitionnelle pour essayer de débusquer parmi les militaires tous les massacres, toutes les horreurs qu'ils avaient commis. Et en fait, les militaires eux-mêmes se sont
auto-organisés pour éviter justement cette justice transitionnelle. Donc ils ont continué à semer la terreur d'une certaine manière. Ils sont réapparus quelque part pour couper les jambes à ceux qui pourraient les accuser. Dans le conflit guatémaltèque, ce qu'il y a de complexe, c'est qu'on peut dire qu'il y a tout un tas de violences qui sont enchâssées les unes dans les autres et que ce n'est pas du tout quelque chose qui est aussi simple, c'est-à-dire l'armée contre la société civile. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. On a d'un côté la guérilla qui s'appuie sur les communautés indiennes, mais en même temps, à l'intérieur des communautés indiennes, il y a une division parce qu'il y a finalement le pouvoir des anciens et le pouvoir des modernes. Donc la guérilla elle-même, elle n'est pas toujours créditée de la même manière. On a une opposition très forte entre ce qu'on appelle les ladinos et les indiens. Les ladinos étant, vous le savez, mais je le précise, ceux qui sont métis. Et quelque part, en synthèse, on pourrait presque dire que la problématique de fond de la guerre civile au Guatemala, sans oublier l'intervention des États-Unis, la United Fruit avec les bananes, etc., le rôle de l'extérieur. Mais le problème de fond du Guatemala, c'est finalement un problème identitaire. Et que les identités sont complexes à l'intérieur même des systèmes qu'on pourrait s'imaginer homogènes. À la limite, il y a des villages indiens qui se sont eux-mêmes auto-massacrés. Il y a le fameux massacre de Chichicastenango qui est quand même exemplaire dans les mémoires, où c'est finalement les anciens Mayas qui ont exécuté les jeunes Mayas parce qu'ils s'étaient rangés du côté de la guérilla. Enfin, je pense que ça répond à la complexité à laquelle vous faites allusion.